J'aimerais d'abord préciser que je vais vous parler des enveloppements pour les adultes. Ce sont des enveloppements qui sont toujours volontaires. Et si ça s'appelle l'enveloppement thérapeutique de soutien, c'est que c'est un dispositif qui propose un enveloppement quotidien pour le patient en situation aiguë. Et qu'il ne s'agit pas d'un moyen de contention, mais d'une stratégie pour permettre une certaine contenance. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a donné un vieux dictionnaire qui date de 1907 de médecine, et j'ai trouvé cette photo, cette photo une gravure dedans, où on parle des enveloppements. Et c'est vrai qu'on associe souvent ça à une vieille technique. C'est peut-être aussi vieux que l'eau chaude que vous avez sûrement déjà utilisé aujourd'hui, mais qui a encore du sens. Et souvent, ces traitements sont associés à quelque chose de barbare, la torture inoffensive, comme diraient certains. On connaît ces enveloppements depuis le XVIIe, qui étaient utilisés comme une alternative aux soins. Dans le dictionnaire dont je vous parlais tout à l'heure, en 1907, j'ai pu lire ça, ils étaient adressés à des malades surexcités et anxieux que le sommeil refuse. C'est la formule. Il précise aussi que c'est un remède populaire très apprécié. C'est vrai que ça a été compris longtemps dans les traitements hydrothérapeutiques et aussi dans l'idée de provoquer une diaphorèse, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir faire transpirer le mal, comme si le mal devait sortir. Et si ça relève de la tradition humaniste de la psychiatrie, il y a eu quand même une charnière dans le développement, c'est les années 50 du siècle passé, où au fond on a fait de cette technique quelque chose qui avait une visée beaucoup plus thérapeutique. D'où l'idée que l'enveloppement thérapeutique est au fond une appellation qui est plus appropriée. Je voudrais préciser quelque chose qui est au fond l'objet du soin, parce que d'une part, je pense qu'on fait quelquefois des confusions, et d'autre part qu'en vertu de l'objet du soin, on devra avoir un cadre qui est approprié. Et je vais reprendre pour ça ce qu'a défini Didier Houzel. Il définit au fond 3 catégories ou modèles de soins. Le premier, c'est la décharge, qui consiste dans une relation à se libérer par la parole d'un vécu émotionnel éprouvant. C'est la catharsis. Le deuxième, c'est le dévoilement, qui est le propre de la psychothérapie classique, qui vise à dévoiler un contenu inconscient qui agit au fond du sujet à son insu. Et le troisième, c'est la contenance, qui vise à ce qu'un éprouvé trouve un espace psychique pour être contenu. Je cite, ce qui soigne, c'est l'expérience selon laquelle la vie émotionnelle troublée, perturbée, douloureuse, trouve un espace dans lequel elle puisse être reçue ou contenue. Et la douleur est contenue lorsqu'elle est comprise. Contenir une expérience, c'est la comprendre. Et donc, par rapport à ça, il faut trouver un cadre qui est approprié. Et si on prend tout à gauche ce qui serait plutôt de l'ordre de la névrose, on aurait les contenus inclinaux. Et ce qui serait du côté de la psychose, on aurait plutôt quelque chose à travailler autour du contenant. Et c'est là où, au fond, le corps aurait quelque chose à jouer. Donc, notre objet du soin est celui-là. Notre os, comme on pourrait le voir ici, comme ça vous retiendrez quelque chose de ça, qui était aussi magnifiquement représenté par les autoportraits de Francis Bacon. Un autre psychanalyste très connu disait « La bonne longueur des jambes, c'est quand les pieds touchent par terre ». J'aime beaucoup cette citation, parce que je trouve que ça dit quelque chose de notre cadre, c'est-à-dire que si on n'a pas un cadre approprié, eh bien, on ne va pas arriver à toucher ce qu'on souhaite et à faire ce qu'on aimerait faire. Et c'est un peu l'histoire de Procuste. Vous connaissez peut-être cette histoire, c'est le brigand qui avait une auberge avec des petits lits et des grands lits, et vous la sentez venir, il mettait pendant la nuit, coucher les grands dans des petits lits et les petits dans des grands lits, et pendant la nuit, il venait soit les raccourcir, soit les allonger.
Autrement dit, pour qu'ils aient la bonne longueur et au fond qui touchent le cadre du lit. Et pour nous, la question qui se pose quand on a au fond, à travailler sur la contenance, c'est quel est le cadre qui va nous aider à faire ça. Et je suis bien sûr convaincu que le corps a quelque chose à jouer là-dedans. Maurice Korkos a l'habitude de dire que c'est le corps qui veut l'esprit en faisant référence à Spinoza. Et je suis tombé sur ce livre de Michel Serres qui parle quand même un peu aussi du corps. Que pouvons-nous faire sans corps? Que ne pouvons-nous pas faire sans lui? Comment pourrions-nous penser autrement que par lui, avec lui et en lui? Et au fond, ça nous sort de peut-être cette idée de la séparation corps-psyché, enfin le vieux conflit entre le corps et l'esprit. Alors que, comme l'a très bien dit Winnicott, il n'y a pas d'antithèse à avoir entre corps et psyché. Il faut plutôt viser l'intégration. Vous savez qu'il parlait d'intégration, de non-intégration et de désintégration. Et voilà ce qu'il écrit. J'ose prédire qu'on découvrira que cette antithèse qui a confondu tous les philosophes est fondée sur une illusion. L'esprit n'existe pas en tant qu'entité. Et il va revenir aussi sur la question du cadre. Et par rapport au cadre psychothérapeutique habituel, c'est souvent la représentation que l'on a, qui est la représentation de la thérapie verbale. Voilà ce qu'il dit à propos du cadre analytique de Freud. Freud considérait la situation de maternage comme allant de soi, et je soutiens qu'il s'en est servi afin de donner un cadre à son travail, presque sans savoir ce qu'il faisait. Il s'est intéressé aux angoisses qui font partie des relations interpersonnelles. Autrement dit, ça veut dire que pour avoir un tel setting, il faut avoir une différenciation qui soit vraiment achevée, enfin plutôt achevée, disons. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait quand ce n'est pas le cas? Et ce qu'il propose, c'est ça, c'est que le cadre devient l'environnement qui contient le holding, parce qu'avant que ne s'instaurent des relations d'objets, nous sommes en présence d'une unité qui n'est pas constituée seulement par un individu, il s'agit d'une unité formée par la situation environnement-individu. Et c'est aussi à cette idée que se réfère l'idée des enveloppements. Comme a écrit Winnicott à propos de l'environnement, à ses débuts, le bon environnement psychologique est un environnement physique, c'est-à-dire qu'il y a une indifférenciation et il y a probablement la possibilité de pouvoir utiliser le corps comme un support pour, au fond, pouvoir aider à pouvoir toucher cette problématique et à donner de la confiance. Je vais reprendre quelques éléments de Michael Balint et René Roussillon. Dans le défaut fondamental, Balint dit pas mal de choses, mais dont une qui me semble intéressante, c'est que la relation, quand on a affaire à des gens qui ont cette problématique-là, elle est d'une relation particulière qui diffère des relations habituelles et qu'on n'est pas dans quelque chose qui est de l'ordre du conflit et que, enfin, le langage adulte est souvent inutile ou trompeur pour décrire les phénomènes qui surviennent à ce niveau parce que les mots n'ont pas toujours leur sens conventionnel agréé. Donc on a un premier problème, c'est qu'on a une limite des échanges verbaux. Le deuxième, c'est que c'est Roussillon qui dit ça dans les situations extrêmes. L'une des caractéristiques fondamentales des situations extrêmes, l'une de celles qui produit l'impact traumatique le plus important, est le fait qu'elles sont irreprésentables, voire insignifiables. Et que ça a un effet, c'est la fuite motrice, la fuite effective, l'évacuation hors du champ perceptif. Le sujet sortir de lui-même, il se retire de son expérience subjective, il se quitte, se coupe de lui-même. Et que la solution qu'il propose, c'est la relation à l'autre pour recommencer à sentir, à vivre, à entendre, et qu'il faut avoir un dispositif de rencontre. Et je pense que ce dispositif peut être trouvé dans un enveloppement. Il y a une autre fonction aussi qui est très importante, je pense qu'elle sous-tend tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, c'est qu'il est très important de pouvoir être là, comme Nestor, qui est toujours là. Rakami dit ça, c'est très simple, mais c'est fondamental.
Pour le patient, la première qualité du psychiatre, du soignant, du groupe traitant, c'est tout simplement d'être là. Et vous savez comme moi, quand on a affaire à la psychose aiguë, à la schizophrénie, combien il est difficile de simplement être là et qu'il faut arriver à trouver un dispositif. Je repense à ce qui a été dit ce matin par rapport au phénomène d'invasion, comment on peut être au fond habité par les angoisses des patients qui nous déversent ça généreusement à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup de références de personnes qui ont parlé de ça. Je pense au théoricien de la troisième topique, ou Philippe Jamais, l'espace psychique élargi, ou Michel Godbol de la psychothérapie par l'environnement. Il y a un autre auteur aussi qui me semble très intéressant par rapport à ça, c'est Esther Glick. Donc elle parle du processus, qu'est-ce qui peut se passer. Les parties de la personnalité sont senties comme n'ayant qu'une force liante entre elles et doivent de ce fait être tenues passivement ensemble grâce à la peau faisant office de frontière. Ça, c'est bien une expérience qui est vécue pendant les enveloppements. Et cette fonction interne de contenir les parties du self dépend à l'origine de l'introjection d'un objet externe reconnu à remplir cette fonction. Ce sont les soignants. Ultérieurement, l'identification à cette fonction de l'objet remplace l'état de non-intégration qui permet le fantasme des espaces internes et externes, autrement dit, une frontière entre le dedans et le dehors qui permet une certaine contenance. Dernière chose, enfin avant-dernière chose, je crois que l'enveloppement présente pas mal de caractéristiques pour offrir un holding, voire un handling aux patients, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir et faire l'expérience d'être tenus, d'être en sécurité, autant physiquement que psychiquement. Et ça permet aussi d'être avec le patient, de lui offrir une présence qui est souvent très difficile à avoir avec ce type de patient. Je vous rappelle la citation à ses débuts, le bon environnement psychologique est un environnement physique. C'est aussi un cadre, et j'aime bien rappeler ce que disait Racamier, que le cadre doit être en même temps concret et symbolique, et je pense que ça remplit cette fonction. Il y a une chose qui est aussi importante, c'est qu'on ne peut pas faire ça seul. Ça a été dit à plusieurs reprises. Il faut aussi un certain holding institutionnel. Il faut pouvoir être plusieurs. Il n'y a pas de traitement, j'allais dire, génial et individuel de la psychose. C'est un traitement collectif. J'aime bien ces trois artistes qui pensaient qu'il fallait se libérer de la tyrannie du génie individuel. Donc, un enveloppement, c'est aussi une stratégie qui s'inscrit dans un collectif. La psychothérapie d'un patient psychotique est une œuvre collective, nous disait Racamier. Je pense que c'est aussi une alternative, ces enveloppements qui est bienvenue, qui a pas mal de mérites, qui, comme Jean-Paul l'a rappelé, n'a pas bonne presse ces temps, et que c'est une technique qu'il faut défendre avec les armes actuelles. Les armes actuelles, c'est la recherche. On est en train d'emmener une, et si ça vous intéresse, ça va donner au deuxième rencontre de recherche ensemble en psychiatrie chez Jean-Paul Martin. Comme ça, vous aurez peut-être une idée de ce qu'on est en train de faire. Je terminerai en disant que ces enveloppements ont pas mal d'avantages, dont un, c'est qu'ils donnent une représentation positive du soin psychique pour les patients, et qui sont investis tant par les soignants que par les patients d'une manière positive. Et je pense que c'est le premier pas d'une rencontre qui est prometteuse de contenance. Je vous remercie.